Bonsoir et bienvenue à ce 10e épisode de cette première saison de La Liberté à la porte. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée à M. Yves Michaud, dont une biographie signée Jacques Lanctot vient d'être publiée aux éditions VLB. Alors voilà. Et en musique, on aura l'auteur, compositeur, interprète Jean-Sébastien Gravel. Donc on peut commencer, Maxime? Tout à fait. Mais déjà... Alors, sur ce, Louis, démarre la machine. Alors, bonsoir. Bonsoir, M. Michaud. Bonsoir, M. Lanctot. Bonsoir. Alors, M. Yves Michaud, vous êtes un homme politique québécois. Vous avez été également journaliste. On vous a connu aussi pour la défense du fait français, défense de la cause indépendantiste. Et on vous appelle aussi le Robin des banques. Donc, vous êtes un des fondateurs du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Qui a son siège social dans le sous-sol de la Société Saint-Jean-Baptiste, ici même en dessous. Ici même, donc on est un peu dans votre territoire. Et M. Lanctot, vous avez écrit la biographie en ce moment de Yves Michaud qu'on voit, et vous êtes éditeur québécois. Un diable d'homme. Oui. Un ex-éditeur qui a déjà fait des quantités de nombreux lancements ici même au 82 Sherbrooke-Ouest. Donc on est dans votre territoire, vous sentez à l'aise, c'est parfait comme ça. Donc, la seule chose dont je suis responsable du livre, qui est remarquablement écrit, je suis tout flatteur, vite aux dépens de celui qui l'écoute, disait-on, au temps de ma boutonneuse adolescence. Mais Jacques Lanctot a réussi à synthétiser dans 290 pages l'histoire de ma vie. Or, c'est une vie tumultueuse, tourmentée, et de tous les combats, de toutes les luttes, et qui plus est, c'est remarquablement bien écrit. Donc, vous n'adhérez pas à cette citation du philosophe d'origine roumaine, Cioran, qui disait que la perspective d'avoir un biographe devrait nous faire renoncer à l'idée même d'avoir une existence. J'y ai pensé, mais en lisant Jacques Lanctot, j'ai eu envie de renaître. Mais c'est fascinant ce que vous dites. Depuis quand collaborez-vous ensemble, messieurs Lanctot et Michaud? Le projet a commencé on n'est pas des collaborateurs. Là. Bon. Écoutez, c'est un terme collaborateur. L'un et l'autre. Travaillez-vous. Sous Vichy, il y avait des collaborateurs en France qui collaboraient avec les Allemands. Ah ouais, je suis bien. Disons qu'on reconnaît, c'est ce que j'ai voulu... Loin s'en faut. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre. On connaît tous le côté un peu bon vivant d'Yves Michaud. Des gens l'aiment, des gens le détestent parce qu'on le trouve un peu snob. On trouve qu'il a un accent, on trouve qu'il récite trop souvent des vers qu'il a appris, comme il disait tout à l'heure, dans sa boutonneuse adolescence. C'est votre biographe. Donc, c'est vraiment une autre facette d'Yves Michaud que j'ai voulu présenter, tout en négligeant pas celle-ci. Mais donc, j'ai très peu donné la parole, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup. Il avait publié précédemment plusieurs ouvrages de ses écrits journalistiques. Donc, il n'y a pas énormément de textes, entre guillemets, si on peut dire, dans cet ouvrage-là. Il n'y a pas de notes en bas de page. C'est une biographie un petit peu inordinaire, si on peut dire, parce que ne s'appuie pas sur une recherche documentaire énorme. C'est beaucoup avec des personnages qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu à diverses époques de sa vie. Et c'est ces témoignages-là que j'ai rendus dans une écriture que je veux assez attrayante. Je l'ai écrite c'est comme un roman de vie, un roman d'aventure. C'est l'aventure de la vie d'Yves Michaud. Et on pourrait peut-être dire d'Yves Michaud qu'il a eu effectivement 30 vies, un peu comme le téléroman, ou presque, parce que il y a de nombreuses facettes. C'est déjà plus qu'un chat. Ben, si j'ai eu 30 vies, je serais un immortel comme les membres de l'Académie française. C'est vrai. Et pourquoi un diable d'homme? Bon, alors, la seule chose, le titre que l'éditeur, et non Jacques, avait choisi, c'était Le Dérangeur. Alors, j'ai dit, non, mais ça va pas, là. Ça a l'air du déraillement au lac mégantique, le pétrole. Et finalement, j'ai commencé à phosphorer dans ma tête, et puis il m'est arrivé dans mon enfance, dans ma très lointaine enfance, j'ai toujours été turbulent. Et
Un diable d'homme. C'est un bon diable. Mon petit diable. Et mes parents me disaient ça. Arrête-toi, mon petit diable. Ah, c'est tout? C'est affectueux. Moi, je me disais que c'était peut-être parce que, je sais pas, quelques seigneurs de la haute finance, vous voyez comme l'antéchrist. Non, dans le langage québécois, c'est pas ça. Tous ceux-là qui me connaissent, là, qui ont à peu près mon âge, le frisant ou tout ça, hein, un petit diable, un bon diable, un diable d'homme, c'est plutôt laudatif que c'est pas péjoratif. Alors finalement, un diable d'homme, je trouve que c'est un beau titre. C'est la seule chose que j'ai fait dans le livre. Et pour le reste, l'intelligence, la maîtrise de la langue de Jacques Lanctot, on a fait, je dirais, presque un chef-d'œuvre. Et je vais devenir, à cause de cela, immortel. C'est des très beaux mots, Monsieur Lanctot. Comment vous les prenez? C'est flatteur. Il faut demeurer modeste. Mais c'est au moins la qualité d'un livre. Comme Michaud, comme Yves dit, un livre te fait passer, pas de vie à trépas, mais c'est un livre reste. Et c'est un des nombreux témoignages qu'Yves Michaud va laisser à notre société. Ce livre-là, c'est l'histoire de sa vie, l'histoire d'un homme qui est rempli de courage. Et comme il m'a déjà dit dans une entrevue, il m'a dit « J'ai jamais eu de plan de carrière, moi. C'est un peu la vie. C'est la vie qui m'a mené où je suis rendu aujourd'hui. La vie s'offrait ou lui ouvrait des portes et il les empruntait sans jamais pas bêtement, mais sans jamais trop questionner est-ce que ça va me rapporter, est-ce que je vais le regretter après coup. » Et c'est un peu l'histoire de sa vie. Il est devenu député du Parti libéral, alors il avait une brillante carrière dans le journalisme à La Patrie. Il dirigeait un journal où il avait fait appel à de nombreux écrivains, donné la plume, donné l'occasion de... Même Pierre Foglia a fait ses premières armes à La Patrie. Donc, il a donné l'occasion. Et là, arrive une demande de René Lévesque et de Jean Lesage pour devenir député en pleine Révolution tranquille. On est en 1966, de nouvelles élections. Comble de malheur, le parti... Il est élu, mais le parti perd le pouvoir. Donc, il devient député de l'opposition, ce qui n'est pas nécessairement très glorieux. Mais malgré tout, ce côté de député de l'opposition, il devient, en 69, lorsque Daniel Johnson veut adopter le fameux Bill 63, donc il devient le chef de file, d'abord seul, donc la file était très mince au départ, et ensuite un chef de file de 5 députés de différentes formations politiques pour s'opposer, ce qu'on appelle un filibuster, s'opposer à l'adoption de ce bill-là, qui est voué, qui va être adopté, parce que le gouvernement est majoritaire, contrairement au gouvernement de Marois aujourd'hui, le gouvernement majoritaire, le bill va être adopté. Mais il fait traîner pour publiciser la chose, pour que des gens s'emparent de ce thème-là et s'opposent publiquement dans la rue. Et on voit même son fils à Québec manifester, alors que Yves Michaud, il est dans la salle, il est dans l'Assemblée nationale, qui ne s'appelle pas l'Assemblée nationale à ce moment-là, mais il s'oppose, donc il fait son filibuster. L'Assemblée législative. Oui, l'Assemblée législative. Et lui, son fils est dans la rue avec des milliers de personnes. On pense même faire appel à l'armée parce que la cause est devenue très populaire. Donc, Yves Michaud, ardent défenseur de la langue, également indépendantiste. Moi, je me demandais, à quel moment êtes-vous devenu indépendantiste? Bon, je dirais quand je suis né, quoi. Oui, vous étiez indépendantiste de votre personne? Sous Duplessis, c'était la grande noirceur. Alors, et quand j'ai eu 20 ans, j'étais très jeune directeur du Clairon de Saint-Hyacinthe, qui était un journal, ceux qui connaissent le Clairon, de Télésphore Damien Bouchard, et on l'appelait le diable de Saint-Hyacinthe. Vous voyez le petit diable et le diable, hein, un diable d'homme. Et le fondateur Tédé Bouchard, qui était un anticlérical soi-disant, anticlérical indécrottable, mais qui allait en cachette en 1935 au monastère des Dominicains à la messe. Il faut le faire. En 1935, aller en cachette à la messe. Bon, alors... alors finalement, quand est arrivé le projet de loi 63, on appelait ça le Bill 63, tout était anglifié dans le vocabulaire des députés de l'Assemblée nationale. C'était un projet de loi. Et finalement, moi, je l'ai lu. Et j'allais voir le chef du parti, M. Lesage. Et René Lévesque avait déjà démissionné 2 ou 3 mois avant. Donc, il n'était pas là. Finalement, j'ai dit, M. Lesage, et on a eu une réunion du caucus des députés du Parti libéral. On était 50. Il y en avait 25 contre la loi et il y en avait 25 pour. Hein, c'est la loi présentée par Daniel Johnson, père. Et alors finalement, et on s'est retrouvés après 2 semaines de palabres, de délibération, je me suis retrouvé seul.
Bourassa était contre la loi, mais la pression politique est arrivée. Tous ceux qui m'accompagnaient comme député, ils avaient peur de briser leur carrière et puis rompre avec le parti, etc. Moi, j'en avais rien à cirer. J'ai dit, bon, finalement, alors je me suis opposé au Bill 63, seul pendant 3 jours. Et là, René est arrivé, petit poil, puis il a dit, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait? Tout comme ça, hein. Alors, René Lévesque est arrivé, puis là, il m'a aidé. Et alors, là, on pouvait faire une proposition appuyée et secondée, là, to second the motion, appuyée. Et finalement, on a tenu le Parlement pendant près d'1 mois, hein, sur le projet de loi 63, avec 25 à 30 000 personnes, surtout des jeunes, qui défilaient dans la vieille capitale à Québec. Et c'est à ce moment-là, ça, je pense, qu'a été un immense réveil de la part de tous les Québécois au sujet du maintien, de la garde, du progrès et du sauvetage de la langue française. Et comment, d'après vous... Allez-y. L'ignition de votre combat indépendantiste. Comment, d'après vous, M. Langto, M. Michaud, se porte le mouvement indépendantiste maintenant, aujourd'hui? Allez-y, je vous écoute. Moi, j'aime pas être le croque-mort là, qui est là, qui ausculte le malade ou tout ça. Là. Alors, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là parce qu'en vieillissant, on est un peu éloigné des forces vives de la nation. Moi, les gars de 20 ans puis les filles, je les vois plus. Ben, eux ne me voient plus non plus. On se voit ce soir, là. Ah non, on se voit, oui. Parlez-nous. Ouais, parlez-nous. On s'est vu dans la rue au printemps érable. Donc, ça a donné comme... au moins, il y a une preuve qu'il y a des gens qui sont capables de se mobiliser autour d'une cause, que ce ne soit pas nécessairement la cause du français ou du Québec libre ou que ce soit d'autres choses, mais au moins, il y a une force de résistance. Vous trouvez que cette effervescence Moi, je trouve qu'il y a tout le temps un mouvement de balancier de temps en temps. Mais je pense que moi j'étais de toutes les manifestations, début des années 60. J'étais de toutes les manifestations. J'ai été matraqué à plusieurs reprises. J'ai reçu des balles dans les jambes, tout ça. Et lors de la manifestation de la Murray-Hill. Mais donc, on était une petite poignée au début. On était 50 dans la rue à crier Québec. Après, on s'est ramassé avec McGill français en 69. On était pas loin de 20 000, je crois. Donc, le mouvement avait fait énormément de progrès. Et je pense que ça n'a pas lâché depuis. Bon, on part de loin. On n'est pas nécessairement équipé pour les institutions au Québec meurent facilement, sont remplacées par de nouvelles. Il n'y a pas nécessairement une constante à travers l'histoire du Québec. Comme on voit, j'ai vécu un petit peu à l'étranger, j'ai vécu à Cuba, en France, et je vois que, disons, en Argentine, en Uruguay, des pays qui ont connu la dictature, il y a toujours eu des institutions politiques, des partis, que ce soit le Parti communiste, le Parti socialiste de là-bas ou des partis de péronistes qui ont assuré la transition malgré la dictature, qui sont opposés. Ici au Québec, ça a été un mouvement d'avance et de recul. Le Parti québécois est un parti jeune, donc il y a à peine 40 ans, 50 ans. Donc c'est quand même, faut pas trop être trop pessimiste. Je voudrais dire que je pense, moi, on avance. Vous gardez un espoir. Oui. C'est le cas de M. Michaud. Ah oui, le Québec va arriver à l'indépendance nationale, je pense, d'ici 20 ans. Dans une autre génération. Probablement que je mangerai des pissenlits par la racine à ce moment-là, mais vous saurez qu'un soir, à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, avec Jacques Langto, au sujet du lancement du livre qui porte mon nom, que j'ai dit que le Québec sera un État souverain au moins d'à peu près dans une vingtaine d'années. Je vois ça dans les augures. On va le noter dès maintenant. Ouais, notez-le tout de suite. Ça sera la journée de la révélation. Pour terminer... parce que vous voulez déjà terminer, on fait qu'à commencer. Là. Je sais bien. Mais en fait, c'est qu'on voulait vous poser la question qui tue ces temps-ci, sujet brûlant de l'actualité, la charte des valeurs, enfin qui déclare plein de choses, qui a été déposée aujourd'hui. Quelle est votre opinion là-dessus? Je vais laisser parler Jacques. Moi, je suis totalement favorable au projet de charte. Je sais pas, comme j'ai dit, j'ai vécu pendant 4 ans à Cuba. J'y retourne fréquemment. J'ai vécu en France aussi. Et je pense que le Québec est un pays beaucoup plus ouvert que ce que la France. J'ai connu en France, on importait de la main-d'œuvre à l'époque parce que le taux de chômage était très bas. On importait de la main-d'œuvre du Maghreb. Et ces gens-là étaient vraiment traités comme des moins que rien, bien souvent. Le Québec n'a jamais maltraité ses immigrants, comme j'ai pu le constater en France. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes d'immigration qu'en France. Et je trouve que la charte
Il n'y a pas nécessairement des ghettos comme on a dans les banlieues parisiennes. Moi, j'ai vécu à La Courneuve, c'était vraiment l'enfer, la zone, comme on appelait, où il y avait toutes les nationalités, on se battait, ça se tirait bien souvent avec des armes à feu. Donc, il n'y a pas ce problème-là ici. Mais je pense que la charte, elle va clarifier les choses. On a besoin d'établir des balises, autant au niveau de l'emploi, de la fonction publique, dans les hôpitaux, les écoles, et que il ne faut pas se cacher non plus que ce n'est pas un courant islamophobe, mais on voit un peu ce qui se passe à l'étranger avec l'islam. Et je pense qu'il faut agir dès maintenant. Et M. Michaud? Écoutez, s'il faut conclure, puisqu'il faut conclure, on pourrait parler pendant... On peut prolonger. On pourrait prolonger pendant des heures. Il me vient en mémoire des vers de ma boutonneuse adolescence qui parlaient un peu de la vieillesse. Ah, viennent les anges, aspirent à cet âge heureux et sauveur, où mon sang coulera plus sage dans mes veines, où les plaisirs pour moi n'ayant plus de saveur, je vivrai doucement avec mes vieilles peines. Puissé-je ainsi m'asseoir au fait de mes jours et contempler la vie enfin exempte d'épreuves, comme du haut des sommets, on voit la liberté d'un Québec enfin libre. C'est magnifique. Bravo. C'est magnifique. Merci beaucoup. La dernière strophe, là, je l'ai accommodée au Québec. C'est très beau, c'est magnifique. Mais tout de même, je vais prolonger un peu, parce qu'il y a tellement de choses dont on pourrait traiter, ne serait-ce que l'affaire Michaud. Je sais qu'il y a eu un livre qui est sorti également récemment là-dessus. C'est le scélérat du Chien Bouchard. Ça. Oui. Non, mais pensez que les Québécois sont allés chercher 2 anciens ministres conservateurs fédéraux à Ottawa. Lucien Bouchard et Jean Charest, pour en faire des 2 premiers ministres du Québec, qui m'ont fait la peau, d'ailleurs. Non, mais il faut être cocombe comme société d'aller chercher 2 premiers ministres du Québec dans l'écurie fédérale. Ça, c'est un signe de soumission. Les moutons de la Saint-Jean-Baptiste, c'est pas possible. Moi, je suis horrifié en pensant à ça. Mais les gens, ils réfléchissent pas à ça. Et aller chercher nos ennemis pour en faire des premiers ministres du Québec. J'espère qu'on en aura le bol. Moi, j'ai une petite question, puisqu'on vous voit, vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup. Combien de temps ça l'a pris, ce livre-là, pour faire 290 pages, M. Langto? Ça l'a pris combien de temps d'entrevue? C'est un projet, je sais pas, on a commencé il y a peut-être 1 an et demi. Et puis, avec une petite escapade d'1 semaine à Paris où j'ai rencontré des gens qui l'ont connu. Mais j'aurais pu en faire plus. J'aurais pu peut-être en faire le double. Mais je trouve que, comme c'est là, c'est un livre, on ne s'ennuie pas. Comme je dis, il y a des anecdotes incroyables dedans. Je pourrais en raconter quelques-unes. Yves Michaud, son passage à Paris, il n'est pas passé inaperçu. Il a fait une plaque. Il a réussi à trouver le premier ambassadeur canadien et québécois, Hector Fabre, qui est le fils d'un patriote de 1837. Et donc, il a mis son attaché, son responsable des communications sur le coup pour faire apposer une plaque sur le mur. Juste cette pose de plaque, cet acte symbolique auquel il tenait, Yves Michaud, c'était une de ses premières tâches, parmi ses premières tâches. Donc, a coûté énormément. Un fonctionnaire normal se serait croisé les bras devant la montagne d'empêchement. C'était pas possible de poser une plaque sur un mur à Paris. C'est une chose incroyable. Alors, il a réussi à travers 1000 péripéties, donc à poser cette plaque-là, qui est une plaque symbolique. Il y a des anecdotes incroyables dans le livre. Pour ça que on encourage tout le monde, évidemment, à l'acheter. C'est en librairie en ce moment? À partir d'aujourd'hui. C'est Absolument. en librairie depuis ce matin. Est-ce que vous Donc, avez fait depuis jeudi le 7. Est-ce que vous avez fait un gros plan là-dessus? Tout à fait. Montrez-le. Ah, c'est déjà fait? Ben, pour passer à l'histoire, là, au moins c'est ça. Là. Donc, c'est écrit par Jacques Langto. C'est un incontournable, je crois, cet automne. Il faut se le procurer. Dernière chose, monsieur, dernier petit suivi, puisque moi, j'ai suivi un de vos dossiers. Vous avez combattu Power Corp en cours. Je crois que c'est la corporation Power. La corporation Power. La corporation Power. À Saint-Jean-Baptiste, il me M. donne un Michaud titre voulait anglais. que la filiale Jessica, qui possède les types de médias, la presse, etc., et le Soleil, dévoile donc la corporation Power dévoile les états financiers de sa filiale. Où en est-on dans ce dossier? Écoutez, j'ai été le premier citoyen au Canada de mes amours, au Canada, à aller dans la loi sur les banques et trouver qu'un citoyen ordinaire
qui a 5 piastres ou qui prend une action a le droit de faire des propositions à l'Assemblée nationale. Mais comment ça se fait que c'est moi tout seul, ça? Moi, je ne suis qu'un journaliste, pas très humble d'ailleurs. J'allais dire un humble journaliste, mais personne ne m'aurait cru. Parce que, vous savez, il y a des gens qui se prétendent humbles, mais ils ont tellement de raisons de l'être. Vous n'êtes pas faussement modeste. Ah non, mais j'haïs ça, les gens qui disent « moi, je suis un humble ». Ils font parade avec ostentation, avec orgueil de leur humilité. Pour mon cas. Moi, je bon, mais les états financiers de Jessica. Les états financiers de Jessica, mais ça dure encore. J'ai gagné en cours supérieur. J'ai gagné en cours d'appel. Écoutez, j'ai fait peur à la Cour suprême du Canada qui ont refusé de m'entendre. Paul Desmarais, c'était puissant, ça. Hein? D'ailleurs, mais c'était un pauvre comparé au riche du monde. Il vaut 4 milliards, alors que Warren Buffett en vaut 38, et puis les autres. Mais c'est toujours pendant cette histoire-là. Mais j'espère bien que quelqu'un va prendre le relais quand je passerai l'arme à gauche et que j'entonnerai des hymnes incantatoires à la grandeur du Québec avec les anges. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse avoir quelqu'un qui me remplace et qui va faire en sorte qu'on aboutisse avec cette histoire. Nous sommes bien admiratifs de votre combat et de vos combats, et notamment en tant que médias citoyens, nouveaux médias. Bien sûr que cette cause-là nous intéresse particulièrement. Alors, M. Michaud, M. Langto, merci beaucoup d'avoir été là. Procurez-vous ce livre. Yves Michaud, Un diable d'homme, dans toutes les bonnes librairies. Et voilà. Et on va passer en musique à l'instant avec Jean-Sébastien Gravel. Merci encore. Alors, on est maintenant avec Jean-Sébastien Gravel. Merci, Jean-Sébastien, d'être parmi nous aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça fait plaisir d'être ici. Bon, c'est merveilleux. Alors, Jean-Sébastien est auteur, compositeur, interprète, guitariste, chanteur, et tu vas nous interpréter une de tes compositions ce soir. Quelle est-elle? Je vais commencer par vous... j'ai préparé 2 chansons, puis je voulais aussi vous lire une lettre que j'ai envoyée à M. Stephen Harper, parce que... En fait, il veut refuser notre droit à l'autodétermination. Et puis, j'ai envoyé une lettre à Harper. Je l'ai aussi envoyée à la presse. Mais il t'a pas répondu, Harper? Harper n'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. Il a aussi envoyé... j'ai aussi envoyé ça à la presse. Ils ne l'ont pas publié. Je ne sais pas pourquoi. Bien, nous, on va le publier. Puis, on va y envoyer la vidéo à part de ça. Et puis, j'ai aussi envoyé ça au Devoir. Eux, je pensais qu'ils allaient le publier, mais ils ne l'ont pas fait. Bon. Alors... Écoute, nous, à tout le moins, on va te prêter une oreille attentive ou attentative, comme disait Sol. Et donc, je te laisse aller avec tes compositions. Vas-y, mon vieux. Donc, ça va comme suit. C'est inspiré de Boris Vian et de Renaud. Monsieur le Premier ministre, je vous fais une lettre que je vous lis haut et fort pour que vous l'entendiez là-bas, très loin en Alberta. Il paraît que vous l'avez nié, notre droit à l'autodétermination, vous qui aviez pourtant reconnu notre statut de nation. Il faudrait arrêter de jouer au con, vous qui avez été élus à travers des élections. Vous êtes bien placé pour reconnaître notre droit à l'autodétermination. La haine du Québec n'en fait pas une religion. Vous avez tendance à investir dans l'armée. Vous ne vous souciez guère des Premières Nations. Nous n'aimons pas la guerre, nous aimons mieux l'éducation. Comme vous l'avez vu en 2012, vous ne pouvez pas le nier. Ne le prenez pas mal, Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas un anarchiste, mais bien un indépendantiste. Si un jour nous déclarons l'indépendance de manière unilatérale, je vous avoue vraiment, ce ne serait pas banal de quitter le Canada, monsieur, je ne serais pas triste. Si ma lettre est légitime, eh bien, votre poste l'est aussi. Respecter la démocratie, 50% plus 1, ce n'est pourtant pas un défi. Si notre processus n'est pas légitime, eh bien, votre poste ne l'est pas. C'est ainsi que j'attends votre démission si vous ne reconnaissez pas la démocratie. J'ai aussi une autre tune qui s'appelle Verdun. Verdun, s'il vous plaît. Verdun. J'ai marché
Sur la voie ferrée, j'ai roulé en Volkswagen, ça rue Wellington. J'ai rencontré un vieux clochard, il m'a demandé: as-tu 3 piastres et quart? J'y ai donné une puff de mon pétard. Hey, hey, oh, 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 hey, hey, oh, oh, hey, hey, oh, oh, hey, hey, oh, oh. Par un dimanche ensoleillé, c'est ici que je t'ai rencontré. On s'est embrassé, puis on s'est aimé en Volkswagen, ça rue Wellington. Hey, hey, oh, oh, hey, hey, oh, oh. On a jasé sa terrasse d'un petit café. On s'est promené sur le bord de l'eau. On s'est installé à l'ombre parce qu'il faisait chaud. Il y avait des gens pas loin qui fumait un gros pétard. J'en ai eu une grosse puff pour 3 piastres et quart. Hey, hey, oh, 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 hey, hey, oh, 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 hey, hey, oh, oh. Comme ils sont beaux les oiseaux sur le bord de l'eau. Eh bien, je vous remercie bien de m'avoir écouté. C'était mes petites chansons.